Je me souviens du goût du sang dans ma bouche, âcre et métallique, comme si le destin lui-même avait craché son venin sur mes lèvres. Mon corps s'était effondré sur le parquet ciré de mon bureau, au sommet de la tour Montparnasse, avec Paris qui scintillait en bas comme une pute en chaleur sous les néons de la nuit. Et puis, le noir absolu, ce vide où les regrets hurlent en silence. Mais ce n'était pas la fin. Non, c'était le début d'un cauchemar inversé. Je me suis réveillé dans ma propre peau, des années en arrière, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes sur le volant de ma vieille Citroën DS, filant vers l'aéroport d'Orly pour signer ce putain de contrat qui m'avait enterré vivant. C'était le 15 juin 2018. J'avais 38 ans, et je croyais encore que le monde des avocats d'affaires était un jeu d'échecs où l'intelligence l'emportait sur la trahison. Alexandre Duval, maître des illusions, fils d'un notaire de province monté à Paris pour conquérir la capitale. J'avais tout, une femme sublime, claire, aux cheveux châtains cascadant comme la Seine au crépuscule, un cabinet florissant au cœur du 8e arrondissement, et Pierre Laurent, mon associé depuis l'université, ce serpent au sourire carnassier qui jurait fidélité sur l'honneur des anciens de Sciences Po. Nous allions fusionner nos firmes avec celles de la banque Rothschild, un deal à 9-0 qui nous propulserait dans l'élite. J'avais lu le contrat 3 fois, ou du moins je le pensais. Mais il y avait cette clause, la 47 bis, un paragraphe anodin sur les clauses de non-concurrence, rédigé en pâte de mouche par un stagiaire. Personne ne l'avait lu. Sauf eux. Le choc de la résurrection m'a frappé comme un uppercut au foie. J'étais là, garé sur le parking bondé d'Orly, le moteur encore ronronnant, et mon reflet dans le rétroviseur me fixait avec des yeux fous. Pas ceux d'un quadragénaire usé par les nuits blanches et les verres de cognac solitaire, mais ceux d'un homme jeune, confiant, ignorant que dans 3 ans, Claire me planterait un couteau dans le dos littéralement, ou presque. Elle avait falsifié ma signature sur un avenant secret, transférant 80% des parts de notre cabinet à Pierre. Lui, de son côté, avait gonflé les bilans pour attirer les investisseurs, pillant nos fonds comme un rat dans un grenier. Le jour du crash, j'avais découvert le pot aux roses, un mail anonyme, envoyé par un employé licencié, avec les preuves irréfutables. J'avais confronté Pierre dans mon bureau, hurlant comme un damné, et Claire m'avait regardé avec ses yeux de biche effarouchée, murmurant « C'était pour nous, Alexandre. Pour notre avenir. » Notre avenir ? Le mien s'était terminé par une balle dans la tempe, la mienne, parce que l'humiliation était pire que la mort. Mais maintenant, j'étais de retour. Le sang affluait dans mes veines comme un poison bienvenu. Mes mains, ces mains qui avaient autrefois caressé les courbes de Claire avec une tendresse infinie, serraient le volant jusqu'à blanchir les jointures. Je revoyais tout, la façon dont Pierre avait ri dans son dos, lors de dîners mondains à Saint-Germain-des-Prés, complotant avec elle pour me déposséder. Le secret qu'ils ignoraient ? J'avais un fils, un petit garçon de 5 ans à l'époque, que Claire avait avorté en secret après ma mort, pour ne pas compliquer les choses. Ce souvenir me rongeait comme de l'acide. Non, cette fois, ce serait leur tour de saigner. Je garai la voiture d'un coup sec et sorti, le vent tiède de juin fouettant mon visage. L'aéroport grouillait de voyageurs pressés, ces âmes anonymes qui ignoraient que le destin se nouait en ce instant. Je traversai le hall, mon attaché-caisse cognant contre ma cuisse, et montai dans le taxi qui m'attendait pour le centre-ville. Non, pas de contrat aujourd'hui. J'avais 1 heure d'avance. 1 heure pour changer le cours des choses. Mon téléphone vibra, un message de Claire. Mon amour, hâte de te voir ce soir. Pierre dit que le deal est inratable. Bisous. Bisous. Le mot me fit vomir intérieurement. Je répondis d'un pouce rageur, retrouve-moi au café de la paix avant la signature. Important. Le trajet fut un tourbillon de souvenirs. Paris défilait par la vitre, les boulevards haussmanniens, les vitrines de Chanel scintillant sous le soleil, les klaxons impatients des taxis. J'avais aimé cette ville comme un amant jaloux, mais elle m'avait trahi, ou plutôt, ses habitants. Pierre, ce fils de pute ambitieux, issu d'une famille de banquiers lyonnais, avait toujours envié mon ascension fulgurante. À l'université, il copiait mes dissertations sur le code civil, riait de mes blagues sur Balzac pour se faire bien voir. Et Claire ? Rencontrée lors d'une réception à l'Élysée, elle était l'incarnation de la femme fatale française, élégante, cultivée, avec un rire qui faisait fondre les cœurs. Mais sous cette façade, une ambitieuse prête à tout pour gravir les échelons. Ils avaient couché ensemble des mois avant ma chute, je le savais maintenant. Des nuits à l'hôtel Lutetia, pendant que je plaidais des affaires à Strasbourg. Au café de la Paix, je m'installai en terrasse,
commandant un café noir serré. Le garçon, un jeune Algérien au sourire timide, posa la tasse avec un « monsieur » respectueux. J'observai la foule, des hommes en costume croquant des croissants, des touristes mitraillant l'Opéra Garnier. Puis elle arriva, Claire, dans sa robe fourreau rouge sang, talons claquant sur le trottoir comme des coups de feu. Elle s'assit, m'embrassa sur la joue à un baiser qui me brûla la peau. « Qu'est-ce qui se passe, chérie ? Tu as l'air différent. » Différent ? J'étais un fantôme dans la machine de ma propre vie. Je la fixais, cherchant dans ses yeux verts le monstre que je connaissais. Pas encore là, tapis dans l'ombre. Claire, ce contrat avec Rothschild, j'ai relu les annexes. Il y a un problème. Elle haussa un sourcil, feignant l'inquiétude. Lequel ? Pierre m'a dit que tout était nickel. Pierre. Toujours Pierre. Je sortis une copie du contrat de mon attaché-caisse, celle que j'avais imprimée à la hâte dans un cybercafé anonyme, en route. La clause 47 bis. Elle permet à l'associé minoritaire de bloquer toute décision unilatérale. Si on fusionne sans l'accord écrit, on risque une clause pénale de 5 millions. Mensonge. C'était l'inverse dans la version finale, mais pour l'instant, c'était mon arme. Ses pupilles se dilatèrent une fraction de seconde, la fêlure dans le masque. Oh, je n'avais pas vu. On en parle à Pierre ? Non. On l'annule. Tout de suite. Elle rit, nerveuse. Alexandre, tu déconnes ? C'est notre billet pour les millions. Pense à notre maison à Deauville, au voyage à Saint-Tropez. Notre. Le mot me fit grincer des dents. Je me penchai, baissant la voix jusqu'au murmure, ou pense à notre fils. Celui que tu portes peut-être déjà. Le silence tomba comme une guillotine. Elle blêmit, sa main tremblant sur la tasse. Comment pouvait-elle savoir que je savais ? Dans ma vie précédente, j'avais découvert l'avortement trop tard. Ici, c'était mon premier coup de poker. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai vu le test, Claire. Hier soir, dans la poubelle de la salle de bain. Pur mensonge, mais efficace. Elle se leva d'un bond, renversant le sucre. Espèce de salaud. Tu me surveilles ? Les têtes se tournèrent. Un scandale en public, à Paris, c'était du pain béni pour les ragots. Je souris, froid comme la Seine en hiver. Assieds-toi. Ou je signe rien du tout. Et Pierre ? Il saura pour nous deux. Nous deux, la cloua sur place. Elle se rassit, les lèvres pincées. C'est du chantage. C'est de la survie. Nous restâmes là, à négocier comme des marchands de tapis, tandis que le soleil montait haut. Elle céda, à contre-cœur, annulait la signature, reportée à dans un mois, sous prétexte d'audit. Je la laissai partir, le cœur battant d'une joie perverse. Premier pas. Mais la vengeance n'était pas un sprint, c'était un marathon sanglant. Ce soir-là, dans notre appartement haussmannien du 16e, je bus du vin rouge jusqu'à l'ivresse, observant Claire qui tournait en rond comme une lionne en cage. Elle me lança des regards assassins, mais je feignais l'innocence. Pierre appela, furieux, « Qu'est-ce qui cloche avec le deal, Alex ? Rothschild attend. » Un détail juridique, mon vieux. Rien de grave. Il jura en provençal, son accent trahissant ses origines marseillaises. T'es sûr que c'est pas tes paranoïas qui repartent ? Souviens-toi de l'affaire Moreau, t'avais vu des fantômes partout. L'affaire Moreau. Mon talon d'Achille. 3 ans plus tôt, j'avais défendu un client accusé de fraude fiscale, un magnate de l'immobilier. J'avais gagné, mais pas sans coste. J'avais falsifié une pièce à conviction mineure, un tampon de date sur un fax pour renforcer l'alibi. Personne n'avait su, sauf Pierre, qui m'avait couvert en échange de 20% des honoraires. C'était notre secret, notre lien maudit. Pas de fantôme, Pierre. Juste de la prudence. Il raccrocha, grommelant. Je m'endormis ce nuit-là avec un plan en tête, fouiller leurs traces numériques, remonter la chaîne de leurs mensonges. Demain, j'embaucherai un hacker discret, un de ces ombres du dark web que Paris regorge dans ses sous-sols. La clause 47 bis n'était que le début. Le vrai trésor était enfoui plus profond, les comptes offshore à Monaco, les pots de vin versés à des juges corrompus, et ce réseau de prostituées de luxe que Pierre entretenait pour graisser les pattes des banquiers. Les jours suivants furent un ballet de mensonges. Je jouais le mari aimant, emmenant Claire dîner au Fouquet's,
lui offrant des perles de chez Boucheron pour apaiser ses soupçons. Elle mordit à l'hameçon, ronronnant sous mes caresses, ignorant que chaque baiser était un adieu. Pierre, lui, bouillonnait, il organisa un déjeuner au Plaza Athénée, sous prétexte de relancer le projet. Là, autour d'une table ornée de cristal baccarat, il me fixa de ses yeux porcins. « Alex, t'es en train de tout foutre en l'air. Rothschild menace de nous blacklister. » Je sirotais mon château Margaux, savourant le tanin. « Et si on creusait plus profond ? J'ai entendu des rumeurs sur tes investissements annexes. » Son visage se figea. « Quelle rumeur ? » Des filles, Pierre. Des escorts qui facturent plus cher qu'un cabinet d'avocats. Claire étouffa un hoquet, feignant la surprise. Mais je voyais le calcul dans son regard, me tester, voir jusqu'où j'irais. Je sortis mon atout, une photo floue, imprimée d'un mail anonyme que j'avais fabriqué la veille. Pierre dessus, bras autour d'une blonde sculpturale dans un club privé de Pigalle. Ça pourrait intéresser ta femme, non ? Ou la presse ? Il devint livide, transpirant comme un condamné. T'es malade. C'est du bluff. Peut-être. Mais annule les pressions sur Rothschild. Où ça sort ? Le déjeuner se termina dans un silence de mort. En sortant, Claire me glissa à l'oreille, « Tu changes, Alexandre. Ça me fait peur. » Bien. La peur, c'est le début de la sagesse. La nuit venue, seul dans mon bureau improvisé, je connectai mon laptop à un VPN anonyme. Le hacker, un certain Fantôme, un ex-étudiant de l'école 42 chassé pour piratage, m'envoya ses premiers résultats, des transferts suspects vers un compte au Caïman, signé par Pierre. Et Claire ? Son nom apparaissait dans des mails codés, négociant des services avec un certain Baron, un proxénète notoire des Champs-Élysées. Le tableau se dessinait, il me sacrifiait pour financer leur empire parallèle, un mélange de blanchiment et de luxure. Mais la vraie révélation vint à l'aube, quand Fantôme envoya un fichier audio. La voix de Claire, haletante, « Pierre, il faut accélérer. » Alexandre commence à poser des questions. Une fois qu'on a les parts, on le vire proprement. Un accident, comme pour l'affaire Moreau. Suivi du rire gras de Pierre, « T'inquiète, bébé. J'ai déjà le flingue. » Mon sang se glaça. L'affaire Moreau n'était pas un faux tampon. C'était un meurtre. J'avais défendu un innocent, mais Pierre avait fait tuer le vrai coupable pour couvrir les traces et m'avait impliqué pour me lier à lui. La trahison n'était pas financière, c'était criminel. Et maintenant, il prévoyait la même pour moi. Je fermais les yeux, le monde tournoyant. La résurrection n'était pas un cadeau, c'était une malédiction vengeresse. Demain, le piège se refermerait. Les jours suivants furent une danse macabre sur le fil du rasoir. Paris, cette belle endormie, se muait en un labyrinthe de suspicion, où chaque ombre pouvait cacher un poignard. Je quittai l'appartement haussmannien sous prétexte d'un voyage d'affaires à Lyon en réalité, pour rencontrer Fantôme dans un bar miteux de Belleville, entouré de graffitis anarchistes et d'odeurs de shawarma rance. Il était là, un gamin de 25 ans aux cheveux teints en bleu, tatouage cyberpunk rampant sur ses avant-bras. « Monsieur Duval, vos ennemis sont des amateurs. J'ai tout, mais, virement, même des vidéos. » Les vidéos. Dieu, si j'avais su. Sur son écran fissuré, je vis Claire et Pierre dans une suite du Crillon, nus et en sueur, complotant entre deux ébats. Il faut qu'on le pousse à signer l'avenant. Une fois qu'on contrôle le cabinet, on le ruine. Et pour l'enfant, Claire hésita, puis, on s'en occupe après. Il n'a pas besoin de savoir. L'enfant. Mon fils Fantôme. Dans ma vie précédente, elle avait avorté en cachette, me laissant avec un vide que ni le whisky ni les plaidoiries ne comblaient. Ici, je pouvais l'empêcher. Mais à quel prix ? Fantôme ricana, vous voulez que je hacke leur agenda ? Ou que j'envoie ça à la police ? Pas encore. D'abord, je veux des preuves sur l'affaire Moreau. Qui a tiré ? Ses doigts volèrent sur le clavier. 1 heure plus tard, un nom. Jacques, le taiseux, Moreau, un tueur à gages de la banlieue, payé 50 000 € via un compte écran. Pierre avait tout orchestré, et moi, l'idiot, j'avais plaidé l'innocence en croyant à une erreur judiciaire. C'est du lourd, monsieur. Avec ça, vous les coffrez à vie. Je payais en cash, 10 000 € l'épargne secrète d'un coffre à la BNP. En rentrant,
le TGV filant à 300 km/h, je ruminais. La vengeance pure serait facile, balancer les preuves au procureur, regarder Pierre et Claire pourrir à Fleury-Mérogis. Mais où était le drame? Le plaisir? Non, je voulais qu'il saigne lentement, qu'il goûte l'humiliation que j'avais subie. Une clause non lue, un secret enterré où je leur rendrais l'appareil. De retour à Paris, je surpris Claire en train de fouiller mon bureau. Elle sursauta, un dossier à la main. Je cherchais des factures pour les impôts. Mensonge. Ses ongles manucurés tremblaient. Je m'approchai, la plaquant contre le mur lambrissé. Claire, on va jouer cartes sur table. Je sais pour Pierre. Pour les Caïmans. Pour Moreau. Elle se débattit, mais je la tins ferme, mon souffle sur son cou. Lâche-moi, ou je crie. Crie. Les voisins adoreront le scandale. Madame Duval, l'avocate vedette, pute d'un proxénète. Les larmes coulèrent, mais c'étaient des crocodiles. Tu ne comprends pas, Alexandre. Pierre m'a forcé. Il a des dettes, des vices. J'ai essayé de te protéger. Protéger? Le mot me fit rire, un rire amer comme le Calvados normand. Je la relâchai, la laissant glisser au sol. Protéger en me tuant? J'ai entendu l'audio, Claire. L'accident. Le flingue. Son visage se décomposa. Pour la première fois, la vraie peur, celle d'une femme qui voit son château de cartes s'effondrer. Comment? La résurrection, ma chérie. Ou appelle ça le karma. Demain, on divorce. Tu pars avec rien. Et Pierre? Il ira en tôle. Elle se releva, hystérique. Et l'enfant? Tu vas le tuer avec moi. Le coup de poignard. Elle était enceinte, vraiment cette fois. Échographie datée d'1 semaine. Mon fils ou fille battait déjà dans son ventre. La twist me frappa, dans ma boucle précédente, l'avortement était pour effacer ma trace. Ici, c'était ma chaîne. Tuer Claire, c'était tuer l'innocent. La dilemme me rongeait, vengeance ou paternité? Je la giflai, une gifle sonore qui claqua dans le silence. Tu restes. Pour l'instant. Mais touche à cet enfant, et je te jure, je te fais avorter moi-même. Elle s'enfuit dans la chambre, claquant la porte. Je m'effondrai sur le canapé en velours, un verre de Bordeaux à la main. Paris ronronnait dehors, indifférente, les lumières de la tour Eiffel clignotant comme un phare pour les damnés. Était-ce ça, la seconde chance? Un piège plus vicieux que le premier? Le lendemain, je convoquai Pierre au cabinet. Notre bureau, avec vue sur les Tuileries, était un sanctuaire de livres reliés cuir et de diplomas encadrés. Il arriva en retard, cravate de travers, odeur de tabac froid. Alex, mec, on doit parler du deal. J'ai calmé Rothschild, mais... Assieds-toi. Ma voix était un coup près. Je posai le dossier sur le bureau, copie de virement, enregistrement, le nom du tueur. Ses yeux s'écarquillèrent comme des soucoupes. C'est quoi cette merde? Du chantage? De la justice. Moreau n'était pas un accident. Tu l'as fait buter pour couvrir tes fraudes. Et moi, tu m'as impliqué pour me tenir en laisse. Il blêmit, mais contre-attaqua, typique du requin. Preuve? C'est du oui-dire. Et Claire? Elle confirmera que t'es parano, comme toujours. Je souris, sortant l'audio de ma poche. Sa voix emplit la pièce, j'ai déjà le flingue. Il se leva d'un bond, renversant la chaise chipendale. Espèce de rat. Tu vas regretter ça. Regretter? J'ai déjà regretté une vie entière à cause de toi. Sors d'ici. Et si tu tentes quoi que ce soit, ça part chez le juge Halimi. Il déteste les avocats corrompus. Il partit, claquant la porte si fort que le vase Ming trembla. Victoire? Temporaire. Ce soir-là, un mot glissé sous ma porte, tu joues avec le feu, Duval. Attention à ne pas te brûler. Signé, un ami. La menace. Pierre ne lâcherait pas. Je rappelais Fantôme, surveille-les. Et prépare un plan B. Quelque chose de définitif. Les semaines passèrent en un brouillard de tension. Claire, enceinte et captive, alternait soumission et crise. Elle cuisinait des coques au vin parfait, murmurait des
je t'aime, forcé, mais ses yeux criaient la haine. Je la surveillais, installant des caméras discrètes ironie pour un avocat des droits de l'homme. Pierre, lui, ourdissait dans l'ombre, des appels anonymes, des pneus crevés sur ma DS. Paris devenait une arène, avec le Louvre comme Colisée. Puis vint le premier coup dur. Une perquisition au cabinet, fuite sur l'affaire Moreau, orchestrée par Pierre via un flic véreux. Les gendarmes, en uniforme bleu nuit, fouillèrent mes tiroirs, saisissant des dossiers. Monsieur Duval, vous êtes soupçonné de complicité de meurtre. Le monde bascula. Claire, présente, feignit l'horreur, Alexandre, non. Comment as-tu pu? Les flashs des paparazzi dehors illuminaient la façade comme un incendie. En garde à vue, dans les sous-sols humides du commissariat du 36 quai des Orfèvres, je ris pour la première fois depuis ma résurrection. Ils croyaient m'avoir, mais j'avais là tout, le vrai dossier, caché chez un notaire de province. Et Fantôme, qui balança les preuves contre Pierre en temps réel sur un forum anonyme. Libéré sous caution, je rentrais briser mes invincibles. Claire m'attendait, valise à la main. Je pars. Pour l'enfant. Tu es un monstre. Pars, et tu ne le verras jamais. Les tribunaux français protègent les pères, souviens-toi. Elle resta, les chaînes invisibles plus fortes que l'acier. Mais la nuit, je l'entendais pleurer, et une partie de moi l'ancien Alexandre saignait avec elle. Était-ce la vengeance, ou juste une nouvelle prison? Le twist vint d'une source inattendue, un appel de ma mère, la veuve du notaire, depuis sa maison à Avignon. Fils, ton père avait un secret. Avant de mourir, il m'a dit de te donner ça si les choses tournaient mal. Une lettre jaunie, envoyée par coursier, mon père avouait avoir falsifié des actes pour Pierre, des années avant, en échange d'une dette de jeu. Pierre n'était pas un traître isolé, c'était un fils illégitime de mon père, un demi-frère caché, motivé par une haine familiale séculaire. Le sang de mon sang. La trahison ultime. Je serrai la lettre, les larmes coulant enfin. La vengeance prenait un goût d'ironie grecque. Pierre n'était pas un ennemi, c'était un miroir brisé. La révélation de la lettre me frappa comme un coup de butoir dans une cathédrale gothique, tout s'effondrait en un écho de voûte brisée. Mon père, ce pilier rigide de la bourgeoisie provençale, avec ses moustaches impeccables et ses citations latines, avait engendré un bâtard pour assouvir ses vices. Pierre Laurent n'était pas né d'une union légitime, mais d'une aventure avec une serveuse de brasserie lyonnaise, abandonnée sitôt le ventre gonflé. La dette de jeu? Un alibi pour légitimer les 100 000 francs versés en silence, et le silence de Pierre, qui avait grandi dans l'ombre, ruminant sa haine jusqu'à Sciences Po, où il m'avait approché non comme un ami, mais comme un conquérant prêt à ravir le trône. Je relus la lettre sous la lampe de bureau, l'encre fanée comme des cicatrices anciennes. Alexandre, si ce jour vient, sache que le sang appelle le sang. Protège-toi des ombres de la famille. Ton père, qui t'aime. Protégé? Il m'avait légué une malédiction. Ce soir-là, je bus jusqu'à l'aube, du pastis dilué d'eau fraîche, assis sur le balcon face à la tour Eiffel qui luisait comme un phare moqueur. Claire dormait dans la chambre d'amis, son ventre arrondi un rappel constant de ma propre hypocrisie. J'avais juré de venger mon fils perdu, maintenant, j'emportais un nouveau en otage. Le matin apporta une trêve fragile. Le procureur, alerté par les fuites de Fantôme, convoqua Pierre pour un interrogatoire formel. Je m'y rendis comme témoin, le cœur battant d'une jubilation noire. Le palais de justice de l'île de la Cité, avec ses colonnes corinthiennes et son odeur de cire d'abeille, était le théâtre parfait pour ce drame. Pierre arriva me noter, le visage ravagé par une nuit sans sommeil, sa cravate Hermès pendante comme un nœud coulant. « Alex frère » murmura-t-il en me voyant, le mot glissant comme un aveu empoisonné. « Frère ». Le poison remonta dans ma gorge. Le juge, une femme austère nommée Leclerc, aux lunettes à monture d'écaille, nous fixa tour à tour. « Monsieur Duval, vous accusez votre associé de meurtre et de fraude. Avez-vous des preuves ?» Je posai le dossier, enregistrement, virement, le nom du tueur. Et la lettre de mon père, cachetée pour l'occasion. Pierre hurla, c'est un faux. Il me hait depuis l'enfance. Mais les faits parlaient, implacables comme le code pénal. Leclerc ordonna sa détention provisoire, et tandis qu'on l'emmenait, ses yeux me transpercèrent, tu paieras, salaud. Pour papa. Pour papa. La boucle se refermait. Dehors, sous la pluie fine de Paris, je marchais le long de la Seine, les quais glissant sous mes semelles.
Les bouquinistes fermaient leur box, rangeant leurs vieux volumes de Victor Hugo jaunis. La ville pleurait avec moi, ou se moquait, qui sait? Claire m'attendait au café Angelina, près du Louvre, sirotant un chocolat chaud pour deux. Il est fini, dis-je en m'asseyant, la voix neutre. Elle hocha la tête, les yeux baissés. Et nous? Nous. Il n'y a plus de nous. Mais l'enfant reste. Je te donne un mois pour signer les papiers de garde exclusive. En échange, silence sur tout. Ses lèvres tremblèrent. Tu me transformes en prisonnière. C'est inhumain. Inhumain? Demande à Moreau, ou à moi, dans l'autre vie. L'autre vie. Les mots m'échappèrent, un lapsus qui la fit blêmir. Quelle autre vie? Je me tus, maudissant ma langue. La résurrection était mon secret, une folie que même un psy de la Salpêtrière ne croirait pas, rien. Oublie. Mais elle n'oublia pas. Ce soir-là, elle fouilla mon téléphone pendant que je prenais une douche, trouvant les messages codés avec Fantôme. À minuit, elle me confronta, un couteau de cuisine à la main, celui des dîners romantiques. Qui es-tu, Alexandre? Un démon? Tu parles de mort comme si tu l'avais vécu. La lame tremblait, mais ses yeux brûlaient d'une détermination nouvelle. Je la désarmai d'un geste, la plaquant au sol froid du salon. Pose ça, Claire. Pour l'enfant. Elle sanglota, brisée. Je t'aimais, tu sais. Avant Pierre, avant l'argent. Mais tu es devenu un monstre. C'est toi qui m'as fait ça. Toi et lui. Nous restâmes là, enlacés dans la haine, un tableau pathétique digne de Delacroix. Elle céda, signant un accord préliminaire, garde partagée, mais avec des clauses me favorisant ironie, une clause non lue, que son avocat, un débutant, rata. Premier round pour moi. Mais Pierre ne se laissait pas abattre. De sa cellule, il activa ses réseaux, un avocat vedette, me. Bertrand, ancien ministre de la Justice, plaida la relaxe pour vice de procédure. Les tabloïds s'emparèrent de l'affaire, frères ennemis au palais, scandale chez les avocats parisiens. Et mon cabinet vacilla, clients fuyant comme des rats d'un navire. Je tins bon, plaidant seul devant la cour d'assises, démontrant la culpabilité de Pierre avec une éloquence qui fit taire la salle. Messieurs les jurés, la trahison n'est pas un crime, c'est une plaie ouverte sur l'âme de la République. Verdict, 20 ans ferme pour meurtre et association de malfaiteurs. Pierre, menotté, me cracha au visage en sortant, ce n'est pas fini, frère. Le sang appelle le sang. Les mots de mon père. Était-ce une prophétie? Cette nuit, des rêves me hantèrent, Pierre libre, vengeur, tirant sur Claire enceinte dans les rues de Montmartre. Je me réveillai en sueur, vérifiant les verrous. Fantôme m'envoya un warning, votre demi-frère a des contacts dehors. Attention aux sorties. La paranoïa s'installa, un brouillard londonien sur la capitale. Je quittai le 16e pour un appartement anonyme à Bastille, Claire suivant comme une ombre réticente. L'enfant grandissait, les échographies montraient un garçon, au battement fort comme un tambour de guerre. Je le nommais déjà en secret, Victor, pour la victoire incertaine. Puis vint la décision controversée, celle qui me entrait. Un informateur, un ex de Pierre, un junkie repenti me contacta, Pierre avait promis 200 000 € à un codétenu, un colosse tatoué nommé Rocco, pour me faire taire à ma sortie du tribunal. L'attaque était imminente. Je pouvais alerter la police, mais ça prolongerait l'enquête, exposant mes propres faux dans l'affaire Moreau. Où je pouvais frapper d'abord. La nuit du verdict, sous un ciel étoilé inhabituel pour Paris, je louai une voiture anonyme et filai vers Fleury-Mérogis. Fantôme m'avait fourni les plans, un parloir corrompu, accessible via un gardien véreux. 5 000 € pour un accès de 10 minutes. Je m'y rendis masqué, un bonnet enfoncé, un flingue chargé acheté au Black Market de Barbès. Pierre, en pyjama orange, me vit entrer et ricana, le fantôme de Noël? Viens pour la réconciliation familiale? Je levai l'arme, le canon froid contre sa tempe. Pour papa. Pour Moreau. Pour moi. Ses yeux miroirs des miens, s'écarquillèrent. Tire, frère. Et deviens comme moi. Le doigt sur la détente trembla. Le sang appelait le sang. Mais au lieu du bang, je baissai l'arme, un sanglot étouffé. Non. Tu pourriras vivant. Je partis, le gardien refermant la porte comme un tombeau. Dehors,
la lune se moquait de ma faiblesse. J'avais choisi la vie ou la lâcheté? Claire, apprenant l'incident via les rumeurs, me confronta, tu as failli le tuer. Pourquoi? Une vengeance qui te bouffe? Pour nous. Pour Victor. Mais le doute s'insinuait. Était-ce la fin, ou le début d'une nouvelle trahison? Les mois suivants furent un purgatoire parisien, où le temps s'étirait comme un accordéon mélancolique dans les rues de Montmartre. Claire, gonflée par la grossesse, errait dans l'appartement de Bastille comme un spectre vengeur, ses regards assassins plus tranchants que les guillotines oubliées de la Concorde. Victor, j'avais insisté pour ce prénom, invoquant un vague caprice familial, donnait des coups de pied dans son ventre, comme s'il sentait déjà la tempête qui couvait. Moi, je naviguais entre audience au tribunal et nuit blanche, hanté par le fantôme de Pierre, dont les lettres de prison arrivaient comme des missives empoisonnées. Frère, tu crois m'avoir enterré? Le vrai héritage, c'est la haine. Attends-toi au réveil des morts. La presse, cette hydre aux 1000 têtes, ne lâchait pas l'affaire. Le Figaro titrait « Le clan Duval, une saga de trahison au cœur de la finance française ». Des interviews fallacieuses me dépeignaient en parvenu manipulateur, tandis que Pierre, canonisé en martyr par ses avocats, recevait des pétitions de soutien de milieux d'affaires obscurs. Mon cabinet, jadis florissant, n'était plus qu'une coquille vide, les clients fuyaient vers des firmes rivales, et je plaidais désormais pour des divorces mesquins dans les tribunaux de banlieue. Ironie, l'avocat de l'élite, réduit à dissoudre des unions comme la mienne. Claire, dans sa prison dorée, complotait subtilement. Je la surprenais à chuchoter au téléphone, des appels codés à des « amis » que je ne connaissais pas. Une fois, je saisis un bout de conversation, oui, il est obsédé. Mais après l'accouchement, on peut, le reste se perdit dans un clic. Paranoïa ou réalité? Fantôme, mon ange gardien digital, confirma, elle contactait me. Bertrand, l'avocat de Pierre, pour un recours en garde exclusive, arguant de ma folie, post-résurrection. Elle avait volé des enregistrements de mes nuits agitées, où je marmonnais des « je sais tout » dans mon sommeil. La confrontation éclata un soir de novembre, sous une pluie battante qui transformait Paris en un tableau impressionniste flou. Je rentrais trempé, trouvant Claire en train d'empaqueter des valises. Je m'en vais, Alexandre. Pour de bon. Le médecin dit que le stress te rend dangereux. Dangereux. Je la saisis par le bras, la robe mouillée collant à sa peau. Tu pars avec qui? Bertrand? Ou un nouveau Pierre? Elle se dégagea, furieuse. Avec mon enfant. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Tu es un fantôme, un mort-vivant qui hante nos vies. Mort-vivant. Les mots me transpercèrent. Elle savait, ou devinait. Dans un éclair de rage, je sortis la lettre de mon père, la lui agitant sous le nez. Lis ça. Pierre est mon frère. Ton amant est un bâtard assoiffé de vengeance familiale. Et toi? Sa complice dans le meurtre. Elle lut, pâlit, puis rit un rire hystérique, digne d'une Sarah Bernhardt. Ton père? Un menteur comme toi. Et moi, complice? Prouve-le. Tes enregistrements? Ils sont effacés. J'ai tout supprimé hier. Le choc. Fantôme m'avait averti d'une brèche, mais pas ça. Elle avait utilisé un malware, un cadeau de Pierre via un codétenu hacker. Mes preuves au pouf, envolées dans le cyberespace. Je la giflai à nouveau, plus fort, laissant une marque rouge sur sa joue pâle. Salope. Tu paieras pour ça. Elle toucha sa joue, les yeux emplis de larmes vraies cette fois. Paieras? En perdant ton fils? Victor naîtra sans père, si tu continues. Le dilemme revint, plus acéré. Tuer Claire signifierait un orphelin, la laisser partir, une victoire pour les traîtres. Je la traînai à la chambre, la verrouillant pour la nuit. Tu restes jusqu'à l'accouchement. Ensuite, on verra. Les semaines furent un enfer domestique. Elle mangeait en silence, lisait des romans de Zola pour se venger ou des histoires de misère et de révolte. Moi, je plongeais dans les archives familiales, exhumant des photos jaunies, mon père, jeune, avec une femme inconnue ressemblant à la mère de Pierre. La ressemblance était là, dans le menton fuyant, les yeux calculateurs. Le secret Chonju n'était pas seulement une clause, c'était un arbre généalogique pourri aux racines. L'accouchement arriva par un matin de décembre, neige rare saupoudrant les toits de Paris comme du sucre glace. À la maternité Port-Royal,
au milieu des cris et des moniteurs bipants, Victor naquit, 3,2 kilos de chair rose, hurlant sa rage au monde. Je le tins dans mes bras, ce petit être fripé, et pour la première fois depuis ma résurrection, je pleurais des larmes de joie mêlées de terreur. Claire, épuisée sur le lit, murmura, « Il te ressemble. Ne le détruisez pas. » Pour un moment, la trêve régna. Je quittai l'hôpital avec mon fils emmailloté, laissant Claire se reposer sous surveillance. Mais dehors, l'hiver mordait, et avec lui, le retour de Pierre. Un colis anonyme, une photo de Victor dans la nurserie, prise de l'intérieur. Et un mot, beau gosse. Mais fragile. Revoyons les termes, frère. La panique me submergea. Pierre, de sa cellule, tendait ses griffes via des complices. Je rappelais Fantôme, trouve le corbeau. Et prépare un exil. Suisse, peut-être. Mais le hacker répondit, trop tard. Ils savent pour l'enfant. Et pour votre anomalie. Claire a parlé à un psy, qui a alerté les flics. Vous êtes suspecté de schizophrénie violente. Le twist final se nouait. Claire n'était pas victime, elle était le marionnettiste. En feignant la soumission, elle avait collecté des preuves de ma folie, enregistrement de mes murmures sur la mort, la lettre de père interprétée comme délire. Bertrand préparait un dossier pour interner, me dépossédant de Victor au nom de la protection de l'enfance, loi française implacable. La décision controversée mûrit dans l'ombre. Je ne pouvais plus jouer propre. Une nuit, tandis que Paris dormait sous son manteau blanc, je rendis visite à Rocco, le codétenu de Pierre, dans un bar glauque de la Chapelle. 20 000 € pour un service, faire passer un message fatal en prison. Pas un meurtre direct trop risqué mais un empoisonnement subtil, via la cantine. Arsenic, lenté indétectable. Rocco accepta, ses cicatrices luisant sous les néons. Pour Duval Junior, pour la famille. Je rentrai, le meurtre pesant sur mon âme comme un suaire. Était-ce la vengeance, ou le suicide moral? Claire, sentant le vent tourner, tenta de fuir avec Victor dans une poussette, direction la gare de Lyon. Je l'interceptai sur le trottoir verglacé, la plaquant contre un mur. Tu vas nulle part. Les passants détournaient les yeux au Paris, ville des amours discrètes. Elle cracha, tu vas nous tuer tous. Peut-être. Mais Pierre d'abord. Les jours suivants, l'info tomba, Pierre Laurent, trouvé mort dans sa cellule, suicide officiel. Arsenic dans le café. Le scandale éclata, meurtre en prison, l'ombre des Duval. Bertrand accusa l'État, mais les preuves pointaient vers des rivaux. Claire, brisée, signa enfin les papiers, garde exclusive à moi, en échange de son silence et d'un chèque pour recommencer ailleurs. Victoire? Amère. Victor grandissait, un bambin aux yeux bleus comme les miens, ignorant le sang qu'il avait conçu. Mais les nuits, les fantômes revenaient, Pierre riant, Claire pleurant, mon père murmurant, le sang appelle le sang. Et moi? J'étais vivant, mais mort à l'intérieur. La clause non lue de ma résurrection, la vengeance détruit le vengeur. L'hiver 2019 s'acheva en un feu d'artifice de mensonges et de cendres. Paris, revigoré par le printemps, fleurissait en un tapis de marronnier rose le long des Champs-Élysées, mais pour moi, la ville n'était plus qu'un décor craquelé, une scène où les acteurs avaient fui après la chute du rideau. Victor, à 6 mois, gazouillait dans son berceau design d'Ikea, ses menottes potelées agrippant mes doigts comme un encre dans la tempête. Claire avait disparu, un billet pour New York, financé par mon chèque de « liberté », et un dernier regard par la fenêtre du taxi, un mélange de haine et de pitié qui me hanta plus que les yeux de Pierre. Le « suicide » de mon demi-frère fit les choux gras des médias. Libération titra « La malédiction des Duval, fratricide ou complot ?» Les enquêteurs, ces limiers du quai des Orfèvres, flairèrent l'odeur de soufre mais manquèrent de crocs, pas de traces d'arsenic externe, juste un rapport médical bâclé. Bertrand, orphelin de son client vedette, tenta un dernier coup, une plainte pour « incitation au suicide » contre moi, basée sur les rumeurs de notre confrontation en prison. Mais sans preuve, Fantôme avait effacé les logs du gardien véreux, le dossier s'effrita comme un croissant rassis. Je repris le cabinet, rebaptisé « Duval et Associés », avec une équipe de jeunes loups recrutés à l'EDEC. Les affaires affluèrent à nouveau, fusions hostiles, litiges fiscaux, le pain quotidien de la finance française. Extérieurement, j'étais l'incarnation du triomphe,
costume sur mesure chez Camp de Luc, dîner au Georges V avec des banquiers de la City. Intérieurement, la résurrection rongeait, des migraines fulgurantes, des visions fugaces de ma chute du bureau, le goût du sang revenant comme un reflux acide. Victor devint mon salut. Je l'emmenai promener dans le jardin du Luxembourg, sous les statues de Verlaine et Baudelaire, ces poètes maudits qui auraient compris ma damnation. Il riait aux pigeons, tendant ses bras vers les fontaines, ignorant que son père était un assassin par procuration. Claire appelait parfois, d'une ligne jetable, « Il te ressemble ». Ne le salis pas, je raccrochais, le cœur serré. Étaient-ce de l'amour résiduel, ou du chantage voilé? Le twist final surgit par un courrier banal, posté de Monaco. Une enveloppe Kraft, sans expéditeur, contenant un DVD et une note, la clause finale. Lila, ou perds tout. Le DVD, visionné sur mon MacBook dans la pénombre du bureau, me glaça, des images granuleuses de moi, entrant à Fleury-Mérogis, le flingue dans la ceinture. Suivi d'une voix synthétique, « Tu as gagné la bataille, Alexandre. » Mais la guerre? Pierre avait un plan B. Moi. Qui? Le visage sur l'écran suivant, Jacques, le taiseux, Moreau, le tueur que Pierre avait engagé des années avant. Pas mort, mais planqué en Espagne, ressurgi pour venger son payeur. La note précisait, rendez-vous au Pont des Arts, minuit. Viens seul, ou le gamin saute. Le Pont des Arts, ce cliché romantique verrouillé de cadenas d'amoureux, se mua en piège mortel. La nuit était claire, lune pleine illuminant la scène comme un ruban d'argent empoisonné. J'y allais, un Beretta acheté au même marché noir, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Moreau m'attendait, silhouette massive adossée à une rambarde, cigare cubain aux lèvres. Duval. Le grand vengeur. T'es censé être mort. Il rit, gorge rauque. Pierre m'a payé pour simuler. L'affaire Moreau? Un double. Le vrai Jacques est en tôle en Andalousie. J'étais le remplaçant, pour brouiller les pistes. Et maintenant, pour toi. La révélation, tout était un échiquier plus vaste. Pierre n'avait pas tué, il avait manipulé, utilisant Moreau comme bouc émissaire pour me lier à lui. Le meurtre, réel, était une fiction, un levier pour me contrôler. Et Claire? Elle savait, grogna Moreau. La pute. Elle a tout monté avec Pierre pour te piquer le cabinet. L'avortement? Bluff, pour te briser. Bluff. Mon fils perdu n'était qu'un mensonge. La rage remonta, pure, incandescente. Je sortis le Beretta. Pour Pierre. Pour moi. Il chargea, un couteau flashant. La bagarre fut brutale, poing dans la chair, éclaboussure de sang sur les cadenas. Il me taillada l'épaule, feu liquide, mais je tirai aux 2 coups sourds dans la nuit. Il s'effondra, gargouillant, les yeux vitreux fixant les étoiles. Tu es comme nous. Je le poussai par-dessus la rambarde, le corps splashant dans l'eau noire. La scène l'engloutit, indifférente, emportant le dernier pion. Rentré, pensant ma plaie avec un kit de premier secours, je brûlai le DVD. Pas de police, Paris avalerait le secret, comme tant d'autres. Le lendemain, je rendis Victor à Claire non, je l'envoyai chez elle, via un avocat neutre. Garde-le. Tu l'as gagné. Elle pleura au téléphone, pourquoi? Parce que la vengeance est un cercle. Je brise le mien. Les années passèrent en un montage rapide, le cabinet devint une puissance, je plaidai pour les opprimés, réformant les clauses abusives des contrats ou ironie finale. Victor grandit loin de moi, un adolescent rebelle aux États-Unis, mais nos lettres étaient cordiales, un pont fragile sur l'abîme. Et moi? À 45 ans, je marchais sur les quais, la cicatrice à l'épaule me rappelant la nuit. La résurrection n'avait pas sauvé, elle avait condamné. Mais dans ce purgatoire, j'avais appris, la vraie clause non lue est celle du pardon. Ou de l'oubli. Paris, éternel, clignotait ses lumières, indifférente aux âmes damnées. Et moi, je vivais ou survivais dans son ombre, un fantôme parmi les vivants.